Bonjour, alors merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je vais commencer à faire une petite introduction, le temps de laisser Morgane et Jérémy, qui se gelaient à l'entrée, venir nous rejoindre, qui puissent quand même assister à la conférence. Donc je vais en profiter pour vous présenter notre conférencier de ce soir, qui est Patrick de Wever, qu'un certain nombre d'entre vous, j'espère que la prononciation est correcte. Non, bon. Tu diras tout à l'heure plus correctement, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et qui habite dans la région d'Étampes, mais c'est pas à ce titre-là qu'on l'a invité, c'est parce que il va venir d'abord nous parler de la biodiversité. C'est un professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, c'est un géologue qui est reconnu internationalement. Comme tout chercheur, son champ de recherche est étroit, pointu, spécialisé. Alors il travaille sur les radiolaires. Peut-être un certain nombre d'entre vous ont regardé sur Wikipédia ce que c'était que des radiolaires. C'est du plancton animal, si je ne me trompe pas, qui en des formes absolument magnifiques. Je ne sais pas si tu vas montrer des photos. Et ces formes magnifiques ont inspiré la porte monumentale de l'exposition de Paris 1900. Si vous avez une photo, vous verrez à quoi ressemble une radiolaire aussi. Alors, comme elles contiennent de la silice, elles deviennent des fossiles, contrairement à un certain nombre de planctons, et donc on peut les étudier sur le plan de la géologie et sur le plan de la paléontologie. Alors, Patrick de Wever est suffisamment connu pour que ces radiolaires, un certain nombre de radiolaires portent leur nom. Certaines s'appellent Weverella ou Weverella, ou même éventuellement Patrickella pour certaines espèces. Alors ça, il y a une grande reconnaissance internationale qui est attestée par des prix et par le rôle qu'il joue maintenant dans la gestion du patrimoine géologique, à la fois au niveau du ministère en France et au niveau international de l'UNESCO, qui lui demande de s'occuper du patrimoine géologique et de donner des conseils. Mais en fait, ces centres d'intérêt sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus divers. C'est un naturaliste au sens le plus large et le plus noble du terme. Je vais peut-être le faire rougir, mais dans la lignée des Cuvier, des Buffon, des Lamarck, il y en a encore, Geoffroy Saint-Hilaire, qui, comme vous devez le savoir, était Tempois, et de Théodore Monod aussi, plus récemment, qui était, je crois, aussi professeur au Muséum, si je ne me trompe pas. Donc tous ces gens-là étaient des naturalistes connus, reconnus, et étaient professeurs au Muséum ou au Jardin du Roi, puisque avant le Muséum, c'était le Jardin du Roi. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a invité, pour nous parler avec compétence et pédagogie, parce que Patrick de Wever est un vulgarisateur et il a écrit un certain nombre de livres de vulgarisation, et aussi il intervient assez souvent à la radio et à la télévision. Alors il va nous parler de biodiversité, c'était un des sujets qu'il a traité dans un de ses livres, puisque je pense que c'est un sujet qui intéresse à peu près tout le monde, surtout on en parle beaucoup, on parle de la disparition des insectes en Europe par exemple, et de la diminution de la biodiversité. Et il y aura d'une part évidemment certainement une approche de géologue qui permet de percevoir dans le temps cette évolution de la biodiversité. Et puis le temps est aussi un peu le thème des conférences qu'on va donner cette année, avec Étienne Klein qui va nous parler plutôt du temps physique, infiniment grand et infiniment petit, et puis Cynthia Fleury qui va nous parler de transhumanisme, je vais en dire un mot tout à l'heure, peut-être le temps futur, heureusement ou malheureusement, on n'en sait rien, et puis Patrick Boucheron qui viendra nous parler. Puis il a écrit un livre sur l'histoire mondiale de la France, sur le temps historique. Donc, il nous apportera son expérience de naturaliste qui va nous permettre d'appréhender la biodiversité, son utilité, ses variations, sous un angle scientifique rigoureux et accessible. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu, et je suis certain que ça va passionner tout le monde. Merci. Merci. Et alors pour ton information, je suis du nord de la France et Napoléon a été battu à
Donc c'est 2. Voilà, c'est tout simple. Bonsoir, donc je vais vous parler de biodiversité au cours du temps. Alors, mon objectif n'est pas du tout de vous apporter des connaissances, parce que des connaissances, si vous n'en avez pas sur le sujet, c'est que ça ne vous intéresse pas. Et de toute façon, des connaissances, quand on les a, si on ne les entretient pas, ça ne sert à rien, parce qu'on reste figé. Donc je vais plutôt insister sur je vais dire, des réflexions qu'il convient d'avoir. On est scientifique, et comme scientifique, on se doit d'avoir le doute qui est toujours présent. C'est pour ça que ce qui est important dans ce qui est montré ici, c'est acquis, idées reçues. Alors je vais parler un peu de ces choses-là. Alors une information, un journal parlé, France Inter, et voilà, et la date, inquiétude pour l'avenir, car 20 à 30% de l'espèce vont disparaître. Voilà une information qui n'en est pas une. Parce que si 20 à 30% des espèces disparaissent d'ici 4 milliards d'années, on s'en fiche. Parce que le taux de renouvellement est bien plus important. En revanche, si c'est d'ici 50 ans ou 10 ans, alors là c'est très catastrophique. Donc vous voyez, pour que ce soit une information, il manque le pas de temps. Et souvent, dans le monde dans lequel on vit, on oublie ce pas de temps, et sans ce pas de temps, ben, ça veut dire quelque chose ou ça veut rien dire. L'information elle est grave ou elle est complètement insignifiante. Alors on va encore continuer, voilà, c'est plus récent. Il y a quelque temps est sortie une voiture électrique. Une voiture électrique avec donc 0 émission. Qu'est-ce que vous faites ? Passez-vous à gauche et quand vous voulez l'enceinte acoustique est là, passez-vous à gauche peut-être. Vous me mettre par là comme ça ? Peut-être un peu plus. Alors, donc est sortie une voiture électrique avec 0 émission. 0 émission, c'est-à-dire qu'une voiture électrique, ben oui, c'est l'électricité, ça ne produit pas ni gaz carbonique, ni petites molécules, sauf que ben, l'électricité, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie. Donc l'électricité, il a fallu la produire quelque part. Donc quelque part, ben, on a éventuellement fait cette pollution, donc il n'y a pas de pollution ici. Donc vous voyez, là c'est au mieux une erreur. Il n'y a peut-être pas volonté de tromper, mais en tout cas, c'est au mieux une erreur. Alors, même chose avec la voiture, il y a eu le scooter qui était sorti d'une autre marque, voilà, 100% électrique, 0 émission de CO2. Alors là, quand même, ils ont dit, des ingénieurs qui ont dit, il ne faut quand même pas se foutre des gens, donc il y a une petite astérix, et vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance, il faut toujours lire ce qui est écrit tout en bas, et là, c'est écrit « à l'utilisation du véhicule ». Donc, ils ont bien conscience quand même qu'ils carottent un peu l'information. Hein. Honnêtement, c'est un peu ça qui se passe. Alors, alors là, c'était un peu plus grave, c'est toujours l'aspect du véhicule électrique, mais je trouve que c'est plus grave parce que ça vient de l'État. Hein, France Diplomatie, c'est donc le ministère des Affaires étrangères, qui dit la même chose. 0 bruit, d'accord. 0 odeur, d'accord. 0 pollution. Voilà, toujours la pollution. Mais vous savez, c'est une tendance naturelle. Il y a quelques années, ici, on se battait beaucoup pour avoir un dépôt qui devait se faire du côté Saint-Escobille. Et j'ai vu récemment qu'il y avait un grand cri de soulagement parce que ça ne va pas se faire, et c'était bien écrit, ça ne va pas se faire chez nous. C'est ça le drame. C'est pas parce que c'est chez nous que c'est plus grave que si c'est ailleurs. Hein, souvent, il ne faut pas oublier ces choses-là. Alors voilà, alors, même chose, même site, enfin toujours la France, qui est aux Émirats Arabes Unis, voilà, dit 0 pollution. Bon là, on va dire peut-être qu'on comprend un petit peu, parce qu'ils disent ça chez les gens qui sont producteurs de pétrole, donc on a tendance à passer un peu plus facilement l'éponge. Alors là c'était toujours des pubs, Autolib, là, une voiture écologique. Alors ça, c'est du mensonge. Parce qu'elle ne pollue pas là où elle est, mais elle n'est pas du tout écologique. Je ne vois pas pourquoi elle serait écologique, puisque l'électricité, il faut une centrale à charbon quelque part, ou bien une centrale nucléaire ailleurs, mais enfin, il faut une centrale, il faut produire l'électricité. Alors d'accord, la ville peut respirer, mais la campagne à côté de l'usine d'électricité, ben, eux, ils peuvent s'étouffer, c'est pas grave, c'est pas nous. Alors, autres exemples, on entend beaucoup parler du réchauffement climatique. Alors voilà, là on est en face de la neige. Et puis, ben, voilà, on voit bien, c'est donc le glacier. Ici, on voit bien qu'il a reculé, parce que vous voyez, on voit bien ici les roches qui ont été arrondies. Donc, ça prouve que le glacier recule. Alors, on s'est précipité, clic-clac, Kodak. Enfin, une photo montre aux étudiants, le glacier recule. Regardez, on a la preuve, vous voyez. Ici, ça a été usé, ça ne l'est plus, le glacier, voilà, ça réchauffe. Le climat réchauffe. Alors, autre exemple, en Islande, toujours un glacier. Alors, c'est le glacier machin, je vous laisse lire.
Et alors voilà la photo vue de loin, voilà d'un peu plus près. Alors pour se rendre compte quand même, vous voyez ces petites taches que l'on voit là, en fait ce sont des gens, ça donne à peu près l'échelle quand même du glacier. Alors il n'est pas parfaitement blanc, il y a des machins noirs dessus, c'est tout simplement, on est en Islande, donc il y a beaucoup de volcanisme, donc de temps en temps il y a des choses qui sont dessus. Le voilà de plus près. Et notre collègue nous dit que ce glacier recule de 100 mètres par an. Énorme comme vitesse. Alors ici on se précipite, les claques Kodak pour montrer aux étudiants le réchauffement climatique, les glaciers qui reculent. Et puis on était entre géologues, et donc il nous explique qu'il avait fait sa thèse sur les moraines. Vous voyez, les moraines, c'est des détritus de cailloux, enfin les cailloux qui sont au front, qui sont sur le côté des glaciers. Et il dit, ben voilà, j'ai fait ma thèse sur cette moraine-là. Alors c'était un gaillard qui était un peu plus jeune que moi, mais enfin quand même pas un perdreau de l'année, quoi. Et donc il avait fait sa thèse. Mais alors, on lui dit à un moment, mais attends, si le glacier recule de 100 mètres par an, là il est à peu près 150 mètres derrière, comment tu as fait ta thèse, puisqu'il y a 2 ans, le glacier était sur cette moraine? Elle dit, ah oui, j'ai oublié de vous dire, le glacier, quand j'ai fait ma thèse, il était exactement là où il est, dans les années 70. Ensuite, il s'est avancé vers la mer, qui est à peu près 200 mètres derrière nous, vers vous. Et puis, en fait, le glacier recule à nouveau depuis quelques temps. Donc en 76, il y avait le front qui était exactement aujourd'hui, et puis il a avancé, et en fait il recule que depuis 98. Or, le réchauffement climatique, ben, il a commencé bien avant 98. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que les glaciers peuvent avancer ou reculer indépendamment de la température. Il n'y a pas que la température qui fait que le glacier avance ou recule. Il y a aussi la quantité d'eau qui tombe. Hein, on oublie souvent qu'un glacier, c'est de l'eau d'abord. Alors c'est sensible à la température, mais d'abord, s'il n'y a pas d'eau, ben, le glacier il est moins alimenté, donc il ne recule pas. Et dernier exemple avec les glaciers, et je m'arrêterai là. J'étais là, bon, le Zermatt serait ici, on voit à droite, hein, on est dans la région de Zermatt. Alors en montant, ben, notre collègue dit, ben, voyez, quand j'étais gamin, les glaciers arrivaient à peu près là, donc on voit encore la trace, et même avant, ils descendaient bien plus bas, on en voit la trace, les claques Kodak montraient photos aux étudiants, le réchauffement climatique, le glacier recule. Voilà, et puis on continue, on va travailler. Et puis en redescendant, bon, on parle de choses et d'autres. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai tendance à parler plus facilement en descendant qu'en montant. Mais bon. Donc on parle de choses et d'autres. Et on est dans la région de Zermatt, c'est là où il y a... les Suisses ont trois manières de parler. Il y a les Suisses alémaniques, donc les germanophones, il y a les francophones et les italophones. Alors j'ai dit, tiens, c'est bizarre que ça fait une espèce de pointrine. À quoi ça peut être dû, blabla, depuis quand, depuis toujours. Ah, il dit non, ça date que depuis la Renaissance, parce qu'avant il y avait un dialecte, ils avaient tous un dialecte commun. Alors j'essaie de chercher des relations historiques, hein, neutralité de la Suisse, depuis à peu près cette époque, ils avaient fait la guerre de Queen Patay, ils sont arrêtés, bon, on ne sait pas bien. Et il dit non, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Il dit c'est tout simplement parce que, jusqu'à la Renaissance, tu vois, le Cervin qui est là, mais tout ce qui est enneigé, là, c'était des prairies. Donc les gens se rencontraient. Donc ils mélangeaient, ils avaient un dialecte, ils mélangeaient un peu de germanique, d'italien et de français, etc. J'ai dit, attends. Là, tu nous as dit que le glacier recule. Donc on le voit, oui, effectivement, il recule. Mais là, c'est encore englacé. Alors comment, à la Renaissance, c'était vert? Il dit, parce que à la Renaissance, ici, il y avait très peu de glaciers. Donc vous voyez, on a pris 3 types de glaciers. La conclusion du premier, simplement on passe, on nous montre, ça réchauffe, ça recule. Le deuxième, sur une vie humaine, hein, il avait fait sa thèse en 76, sur une vie humaine, on a vu un glacier qui est à une position, qui a avancé vers la mer, et qui recule. Et puis là, ben, même chose, c'est une autre conclusion, cette fois c'est sur quelques siècles, il y avait un glacier qui est là, avant il était un peu plus bas, mais avant il avait encore reculé beaucoup plus, à la Renaissance, donc il y a quelques siècles, il était beaucoup plus haut. Donc vous voyez, donner la position d'un glacier ou dire, ben, c'est la preuve qu'il y a un réchauffement, le glacier recule, vous voyez, c'est pas une conclusion qui suffit. Il faut donner beaucoup plus d'informations, et souvent quand on veut montrer qu'il y a le réchauffement climatique, la preuve le glacier recule, la preuve vous prenez cette peinture, on le voit très fréquemment, on voit un hôtel, et le glacier arrive juste derrière l'hôtel. Il y a des peintures, il y a même des photos. Alors une fois, je m'étais inquiété, je me suis renseigné, je me dis tiens, c'est bizarre, c'est toujours la même photo. Et alors, peinture ou photo, pourquoi toujours ça? Mais tout simplement, il y a eu beaucoup de peintures qui ont été faites et beaucoup de photos qui ont été prises parce que c'était une situation anormale.
Donc quand aujourd'hui on veut montrer que ça réchauffe, regardez le glacier, maintenant il est très très loin, avant il était beaucoup plus près, non, il était beaucoup plus près, une fois il était beaucoup plus près. Sa position normale n'était pas d'être là, juste derrière l'hôtel. C'était pas aussi loin qu'on le voit aujourd'hui, mais c'était un peu entre les deux. Bref, un élément, parfois quand on a un élément ou deux, si on veut faire une corrélation avec une relation de causalité, il faut faire très attention de savoir si on ne se trompe pas dans le temps. Alors, on va parler un peu plus de biodiversité. Alors voilà, il y a quelques années, donc en mai 2006, voilà, il y a cet ours avec le rechasseur qui donc a mis fin à l'ours cannelle, c'était le dernier ours des Pyrénées. Et puis, à l'époque, j'avais une collègue slovène qui était au laboratoire, et je suis rentré un peu tard le midi, parce que je lui ai dit, on avait parlé en comité scientifique au muséum, alors je lui ai dit, excuse-moi, on est en retard, mais tu sais, avec l'ours, ça pose un problème, donc ça a traîné. Elle dit, oui, mais tu peux m'expliquer pourquoi j'ai pas compris là, votre problème d'ours? Elle dit, le dernier ours des Pyrénées a été tué, quand même, le dernier ours des Pyrénées, biodiversité, tu vois? Elle dit, non, je vois pas. Bon, elle est blonde, d'accord? Ma fille est blonde, hein, et elle est belge. Elle est flottante. Donc, elle me dit, je vois pas. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a que tu comprends pas? Elle me dit, mais des ours, il y en a tout plein. Elle dit, chez nous, en Slovénie, il y a trop d'ours. On doit les tuer parce qu'il y en a trop. Alors j'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, puis c'est les mêmes. Mais je dis, mais il y en a vraiment trop? Elle dit, oui, mais prochain coup, tu viens à Ljubljana, tu verras, sur le marché, on trouve du saucisson d'ours. C'est de l'ours qu'on abat. Alors, ça m'a un peu surpris. Alors d'abord, je lui ai dit, tu me rapportes le prochain coup du saucisson, c'est ce qu'elle avait fait. Et je voulais aller, parce que je suis un peu chenapan, je voulais aller à un conseil scientifique du muséum, et puis à la fin, faire un petit pot, comme ça, en disant, tiens, je vais apporter une bouteille de vin, parce que ça marche. Puis avec ça, on aura du saucisson, puis je voulais leur faire manger du saucisson d'ours. Mais bon, j'ai pas été assez courageux, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai fait quand même à une soirée à Noël. Je suis venu avec mon saucisson, je l'ai donné à goûter avec des amis, alors je dis, ah, vous ne trouvez pas qu'il y a un petit goût? Alors c'est un saucisson de quoi? Alors il me dit, ouais, ils ont essayé le saucisson d'âne. Il y a un petit goût, une amie qui me dit, ouais, c'est vrai, mais je dis, tout pas qu'il y a un petit goût de cannelle. Ah oui, maintenant que tu me le dis, oui, c'est un petit goût de cannelle. Vous voyez, en fait, on a tendance à être crédule, hein. Ça c'est de la crédulité ou c'est de l'abus de confiance, je ne sais pas. Donc je lui dis, oui, parce que c'est un petit goût de cannelle, parce que c'est du saucisson d'ours, comme cannelle. Bon, elle a reproché le saucisson en disant qu'il n'était pas bon, etc. Elle m'a pu parler de la soirée, mais enfin bon, c'est la vie. Donc là, cela veut dire que l'ours des Pyrénées était disparu, et vous savez que maintenant on réintroduit l'ours qui vient de Slovénie. Alors je m'étais dit, mais est-ce que c'est bien le même ours? Parce qu'on m'a dit, non, tu sais, c'est disparu, l'ours des Pyrénées, c'est pas les mêmes qui viennent d'ailleurs. Alors je me suis renseigné, si c'est la même espèce, on m'a dit non, c'est pas la même sous-espèce, donc j'ai vérifié, si c'est la même sous-espèce, puis alors on m'a dit, ah oui, mais tu sais, il y a quand même une différence génétique entre les deux. Ah bon, alors s'il y a une différence génétique, je leur respecte, on ne dit plus rien. Et tant qu'à faire, que je suis allé me renseigner sur les différences génétiques qu'il y avait entre les ours, c'est vrai. Et puis, en différence génétique pour différence génétique, le site donnait d'autres informations, et j'ai vu qu'il y avait aussi une différence génétique entre les humains, entre les Pyrénées et les Slovènes, bien plus importante qu'entre les ours. Donc, est-ce au nom de la biodiversité qu'il faut interdire à un Basque à béret d'épouser une blonde slovène? Je ne sais pas, je vous laisse répondre. Bref, donc c'est le même ours, c'est le même type d'ours. Ça veut dire que quand on veut réintroduire l'ours dans les Pyrénées au nom de la biodiversité, c'est faux. On peut le faire au nom de l'écosystème, ça c'est vrai. On peut le faire au niveau, c'est ce qu'ils appellent des espèces clés de voûte, ça c'est vrai. On peut le faire pour des aspects touristiques, pour des aspects politiques, tout ça oui. Mais il ne faut pas dire que c'est au nom de la biodiversité, parce que ce type d'ours, exactement la même sous-espèce, existe donc en Slovénie, existe en Espagne, existe dans les Carpates, etc. Donc la seule chose qui n'est pas vraie, c'est que ce n'est pas au nom de la biodiversité. Alors par exemple, le directeur de la DIREN, c'était la Direction Régionale de l'Environnement, maintenant ça s'appelle les DREAL, avait déclaré, on va me dire que l'espèce en elle-même n'est pas en danger, car elle existe ailleurs, cela n'est pas mon problème, mon travail est de le maintenir, ici la richesse de biodiversité. Là il dit deux choses importantes. Il dit d'ailleurs, l'espèce n'est pas en danger, vous voyez, l'espèce, ce n'est pas un problème de biodiversité, l'espèce existe ailleurs, donc là il montre qu'il connaît son boulot, et il précise bien, ce n'est pas mon problème, parce que mon problème, mon travail, c'est de maintenir ici la richesse de la biodiversité. Donc vous voyez la différence, les mots parfois, les petits mots, les petits détails ont leur importance. Alors,
ce dont on va parler, et généralement quand on parle de science, on ne peut pas faire de science en des chiffres, on ne peut pas faire de science en des courbes. Mais c'est pas parce qu'on utilise des chiffres, c'est pas parce qu'on utilise des courbes qu'on fait de la science. Il faut faire bien attention à ça. Et il faut bien différencier concordance et corrélation, parallélisme et causalité. Deux courbes peuvent évoluer de la même façon sans qu'il y ait forcément de relation de cause à effet. Par exemple, si vous prenez les courbes de consommation de pommes de terre en France depuis la Seconde Guerre mondiale et le nombre de bacheliers, les courbes évoluent exactement de la même façon. Et c'est-à-dire qu'il faut bouffer des frites pour avoir le bac. En fait, c'est tout simplement parce que ces deux courbes sont reliées à une même troisième qui est la démographie. Donc vous voyez ces deux courbes, et ça j'insiste là-dessus parce que combien de fois on voit à la télé, regardez qu'il y a une relation. Non, les deux courbes évoluent de la même façon, ça ne veut pas dire qu'il y a des relations de causalité. Et ça c'est vraiment, j'insiste là-dessus, regardez ça, quand vous voyez deux courbes qui évoluent de la même façon, il ne faut pas faire de relation forcément de causalité. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. On fait de la science, je ne vois pas forcément. Alors moi j'ai eu longtemps du mal à expliquer qu'une moyenne pouvait être mathématiquement correcte, alors qu'elle ne correspondait à aucune réalité. Et j'ai eu du mal à trouver, je prenais des exemples, ça ne marchait pas, ils ne me croyaient pas. Puis un jour, j'ai trouvé un exemple qui, les étudiants, vous savez, ils sont un peu plus vivants que nous, de tout point de vue. Alors j'ai dit, ben voilà, sur Terre, il y a à peu près 7 milliards d'individus. À peu près. Il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. À peu près. Eh bien, il est correct, mathématiquement correct, de dire que chaque individu a un testicule. Je vous laisse juger la réalité. Donc vous voyez, ça peut être correct mathématiquement et pas forcément correspondre à une réalité. Alors, quelque chose qui est plus facile à dire, voilà, c'est le coq chante au point du jour, est-ce le coq qui fait que le soleil se lève? Et voilà, ça relève de la même logique. Le coq chante avant le soleil, donc c'est le coq qui dit au soleil, lève-toi, lève-toi. Voilà, je vous laisse juger. Pardon? Alors, quand on parle de biodiversité aussi, il faut faire attention de ne pas mélanger biodiversité et biomasse. Hein, c'est pas la même chose, parce que la biodiversité, souvent on entend des gens qui se bagarrent dans la Seine, il y a plus de biodiversité qu'avant, ou d'autres disent non, c'est pas vrai, il y en a moins. En fait, dans la Seine, il y a moins d'espèces, donc moins d'espèces différentes, mais les espèces qui ont survécu ont occupé la niche écologique, elles sont plus grandes, plus grosses. Donc, il y a plus de kilos de poissons, mais il y a moins d'espèces différentes. D'accord? Alors, par exemple, ici, dans la salle, en termes de biodiversité pour les humains, il y a une espèce. Alors, mettons qu'il y ait... alors, j'ai le choix entre 70 individus à 100 kg, je vais dire 100 individus à 60 kg. Donc, la biomasse, c'est 7 tonnes. D'accord? Hein, biodiversité ici 1 et biomasse 7 tonnes. D'accord? Eh bien non, vous ne devez pas être d'accord forcément. Parce que un individu, moi je suis un individu, si je suis fait de N cellules, parce que c'est des milliards, je ne retire pas le nombre, si je suis fait de N cellules, avec ça, il y a 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules avec de mon génome. Et il y a 100 fois plus de cellules virales que de cellules de mon génome. C'est-à-dire que, ben moi, ça c'est moi. Eh ben non. Moi, je ne suis que 1/111e de ma main. Enfin, même de mon corps. Je ne suis que 1/111e de ça. C'est-à-dire que la majorité de ce que je crois être moi, c'est pas moi, c'est une autre biodiversité, c'est des bactéries, ce sont des virus, etc., etc. Moi, je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais vous vous dites que, mais attendez, je crois que c'est moi et c'est pas moi. Je suis un écosystème qui abrite plein de choses, et ça, c'est pas moi. Et pourtant, si je fais des bêtises, on va me dire, monsieur, voilà, donnez votre empreinte, et après on va dire, ben vous voyez, c'est les mêmes, monsieur. Ben oui, parce que ça, c'est mon doigt, monsieur, et donc c'est les mêmes empreintes. Oui, on les a prises il y a 10 ans, c'est bien les mêmes. Mais je peux dire, oui, c'est les mêmes traces, hein, mais c'est pas les mêmes cellules. Parce que même moi, où je ne suis que 1/111e de moi-même, on se renouvelle. Et à peu près de son poids tous les années. C'est-à-dire, moi, Patrick, qui suis là aujourd'hui, mais ce n'étaient pas les mêmes cellules qui étaient là il y a 2 ans. Je ne suis que 1/111e, ensuite, ce n'étaient pas les mêmes cellules. Donc, la seule chose qui soit stable sur mon identité, en fait, c'est ma carte d'identité.
parce qu'on change complètement. Alors moi, au début, ça me donnait le tournis, mais en fait, je trouve ça merveilleux, mais au sens vrai du terme. C'est vraiment une merveille. On n'est pas un individu, on est un écosystème. C'est ce qui explique que si on fait des abus de boissons, là, je vous rassure, ça ira tout à l'heure. Si on fait des abus, le lendemain, on n'est pas bien, parce qu'on a déséquilibré, ou plus sagement, quand on a une maladie, on prend antibiotiques, merci. On prend des antibiotiques, et après, si la maladie était un peu sérieuse, on doit prendre des gélules ou des machins pour refaire la flore intestinale. Ben oui, parce qu'il faut rééquilibrer le système. On est un écosystème. On n'est pas un individu, on est un écosystème. Et rien que ça, j'appelle ça de la merveille pure, c'est merveilleux, et ça permet aussi de bien mieux comprendre en fait notre environnement, parce que quand on regarde une pâture, on dit il y a de l'herbe, point. Ben heureusement, il n'y a pas que de l'herbe, il y a plein des milliards d'autres choses avec, et ben, nous-mêmes, on est un écosystème. Donc vous voyez, la biodiversité, vous regardez un individu de ce type-là, ben, en fait, vous regardez de la biodiversité très abondante, très diversifiée. Donc voilà, je vous l'ai dit, une espèce dans la salle, pas vrai, carabistouille, parce que, voilà, vous m'avez cru, il ne faut pas croire, il faut croire personne. Alors, il y a aussi une autre chose sur laquelle il faut être très attentif, c'est le local, le global. Alors, je vais prendre deux exemples, parce que le local n'est pas le global. Alors, on va dire, bah oui, on sait, hein, le local, c'est pas le global. Je vais prendre deux exemples. Avec les phoques, il y a quelques 3-4 ans maintenant, il y a eu les journaux se sont insurgés sur le fait qu'on augmentait, les Canadiens avaient augmenté le quota de pêche aux phoques qui pouvait être fait, alors qu'on avait observé que les phoques, on avait mesuré que la quantité de phoques dans le Saint-Laurent diminuait beaucoup. Alors on disait c'est un scandale, ça diminue, c'est encore des lobbies qui sont intervenus pour, etc. Mais en fait, les deux avaient raison. Parce que le nombre de phoques dans le Saint-Laurent, il est vrai, il diminuait, mais le nombre de phoques au niveau global, lui, augmentait. Donc il pouvait augmenter le quota de pêche en global, alors que même si localement ça diminuait. A l'inverse, pour les éléphants, leur nombre diminue. Au niveau global, le nombre d'éléphants diminue. Mais au Botswana, par exemple, ils ont réautorisé à faire du tir de régulation ou quelque chose comme ça. Parce que au Botswana, il y a trop d'éléphants et maintenant il y a une concurrence avec les humains, enfin bref, ils font des dégâts pour les humains. Donc il y a un tir de régulation. Donc localement, eux sont très abondants, mais globalement, ils sont en diminution. Donc vous voyez un exemple. Alors c'est évident qu'on dit oui, le local n'est pas le global, mais c'est comme si on dit, je sais pas, j'ai les courbes du chômage depuis 10 ans à Étampes, ça ne veut pas dire que c'est les courbes du chômage identiques en Europe. Hein, le local n'est pas le global. Attention, ce sont des pièges. Donc, bref, la science nous dit qu'il faut toujours rester vigilant. La science, alors un organisme français qui fait de la science, c'est le CNRS par exemple, mais ils sont toujours vigilants, mais pas toujours suffisamment vigilants peut-être. Parce que voilà un site du CNRS qui est ici, où il était dit l'explosion de la biodiversité marine expliquée par un changement climatique global, le communiqué de presse, bon, je vous dis ce qu'ils disent, on a observé qu'à l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années, on a observé que l'océan, qui faisait à peu près 70 degrés, il est baissé jusqu'à 40, à peu près 40 ou 30 degrés, et puis on a observé que la biodiversité augmentait. Mais c'est parce que la température de l'océan a diminué que la biodiversité a augmenté. Voilà, ça c'est le coq et le soleil. Parce que, pourtant, ceux qui ont fait ça devraient savoir que la température diminue, la biodiversité augmente, mais à la fin de l'Ordovicien, la température diminue terriblement parce qu'il y a une glaciation sur toute la Terre. Ça diminue tellement que la biodiversité, elle aussi s'est cassée la figure. Donc vous voyez la logique qu'ils ont pris pour faire ça. Voilà, mais on cherche toujours à essayer de faire des relations, et parfois c'est des relations qui ne devraient pas être faites. Alors, donc bien garder que ce sont des choses différentes. Alors la biodiversité, c'est aussi les arbres de nos forêts équatoriales, ça on le sait, ce sont les petits oiseaux, les jolies fleurs, les bébés phoques avec des yeux si attendrissants, l'ours des Pyrénées, Canet, on en a parlé, les éléphants, les dinosaures qui sont disparus, les crabes et les coquillages, les crustacés, etc. Oui, bien sûr, mais c'est aussi les anciennes variétés de céréales, ce sont aussi les parasites, les moustiques, et tout le monde invisible à l'œil nu. Ouais, on va dire, ouais, mais enfin, quand même, un éléphant, c'est quand même plus important qu'un moustique. Je sais pas. Je sais pas parce que ils sont pas très grands, mais ils sont infiniment nombreux.
Et on verra tout à l'heure que ce qui modifie la planète, le fonctionnement de la planète, ne sont pas les organismes de type éléphant, ce sont les organismes de type, même pas moustique, mais infinitésimal. Alors la variation de biodiversité, voilà, par exemple, dans la Beauce, il y avait 25% des oiseaux associés aux champs ouverts qui ont disparu. Début des années 80, on comptait 5000 couples d'outardes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une outarde, ça ressemble à ça. C'est une espèce de, je sais pas, de poule pigeon un peu haut sur pattes. Donc il y avait 5000 couples, et puis en 2005, il n'y avait plus que 300 couples. Donc vous voyez une très forte diminution. Cette diminution, on l'a aussi vue en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, mais on ne l'a pas vue au Danemark. Alors pourquoi? Alors ce qui est suspecté, c'est parce qu'au Danemark, depuis très longtemps, il y a une régulation qui est faite sur les pesticides, ce qu'on appelle des pesticides. Vous voyez, rien que le mot pesticide, cide qui tue, peste, on tue des choses qui sont la peste. On tue le mauvais, les mauvaises espèces. Voilà. Les mauvaises espèces, c'est aussi de la biodiversité. Donc voilà, on suspecte que c'est le traitement utilisé pour les champs. Alors c'est pas parce que le traitement que l'on met qui va empoisonner l'outarde, hein, c'est pas ça, c'est bien plus grave. C'est on tue les micro-organismes qu'on appelle ça des pestes, mais en fait c'est à la base de la chaîne alimentaire. Ceux-là disparaissant, ceux qui s'en nourrissent disparaissent aussi, etc. Et c'est ce qui fait que les loutardes aussi diminuent. Donc, l'outarde, c'est simplement le signal visible, mais c'est toute une chaîne alimentaire, en fait, qui est disparue. Alors après, les chiffres. Quand on a des chiffres, là, on peut faire de la science. Mais alors voilà les indicateurs d'oiseaux communs. Alors, vous voyez, c'est entre 1990 et 2005. Alors, il y a des chiffres, il y a des courbes qui montent, des courbes qui descendent. Ça, c'est des courbes que personne ne conteste. Donc, on peut les utiliser. Là, on fait de la science. Eh bien, je vais jouer avec deux casquettes. Je suis un écologiste. Je fais une différence entre les écologistes et les écologues. Donc, je suis un écologiste et je vais voir le maire de mon village, que je connais d'ailleurs fort bien. Et je veux dire, monsieur le maire, ne vous laissez pas avoir par tous les marchands de poisons et pesticides, parce que vraiment, ça devient grave, vous savez, ça diminue. Regardez, monsieur le maire. Alors ici, il y a plusieurs courbes. Vous voyez, monsieur le maire, il y a des oiseaux généralistes, donc on trouve partout. Il y a ceux qu'on trouve que dans le domaine bâti, dans les forêts, les zones agricoles ou toutes les espèces. Bon, j'habite à Ormois-la-Rivière, petite bourgade très agricole. Alors je vais lui dire, monsieur le maire, regardez pas les zones bâties, parce que vous voyez, Ormois, bon, c'est pas les maisons qui dominent, quand même, c'est quand même les champs. Hein. Donc on va regarder les zones agricoles, c'est quand même ça qui fait 95% du territoire. Eh bien, regarde, monsieur le maire, voilà ce qui se passe dans les zones agricoles. Donc voilà, à Ormois, tu vois, monsieur le maire, ça diminue beaucoup, ça à cause des pesticides. Ah, monsieur le maire va dire, oh là, t'as bien fait de venir me le dire. Et peut-être qu'il va en tenir compte. Puis après, je suis un autre habitant du village, et je vends des produits phytosanitaires, très bons pour l'agriculture. Et je vais dire, monsieur le maire, je crois qu'il y a des écolos qui viennent vous embêter avec des trucs qui racontent des carabistouilles, vous savez. Parce que, je ne sais pas ce qu'ils vous racontent, mais je crois qu'ils vous ont convaincu qu'on était en zone agricole, etc. Oui, monsieur le maire, mais vous savez, s'il y a une commune, c'est parce qu'il y a des habitants. S'il y a des habitants, c'est parce qu'il y a des maisons. Puis d'abord, sur un tel endroit, il y a des forêts. Donc il ne faut pas prendre que les zones agricoles. Parce que les zones agricoles, la plaine de Beauce, de temps en temps, il y a aussi des arbres, il y a aussi des maisons. Donc il faut être avoir un regard un peu plus général. Et donc, il faut prendre les oiseaux généralistes, ceux qu'on trouve à la fois dans les maisons, dans les champs, dans les bois, etc. Et donc, quand ils vous racontent, les écolos, que ça diminue, regardez les généralistes, ça augmente, pas de problème. Alors justement, je te disais, pour les phytosanitaires, je peux livrer la commune, je peux faire un prix, etc. Vous voyez ce que je veux dire par là, c'est qu'on utilise des courbes qui sont attestées, tout le monde dit, ces courbes on est d'accord avec. Et puis après, on peut les utiliser suivant l'objectif que j'ai initialement, j'utilise un discours ou j'utilise un autre discours. Vous voyez là. Alors que faire? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Alors, les organismes, on parlait des grands et des petits. Alors, vous savez que ça a été dit tout à l'heure, dans le plancton, ça vit dans la mer, c'est tout petit, et quand ça meurt, ça tombe au fond. Alors, ces organismes-là tombent au fond, puis ils forment une boue avec un squelette qui se dépose sur le sédiment. Ça a été dit tout à l'heure par le présentateur. Alors, ça peut être petit, vous voyez, c'est dans le chat d'une aiguille, voilà, c'est un foraminifère. Vous voyez, ça passe dans le chat d'une aiguille. Alors, ça, c'est tout petit. Et puis, avec le temps, cette boue devient dure, ça devient de la roche,
Et on retrouve quand même ces organismes dans la roche, parce que si on fait une plaque très fine de 3 centièmes de millimètre, c'est un standard international, toutes les roches, ou presque, deviennent transparentes à 3 centièmes de millimètre. Et bien voilà ce que l'on voit. Alors on voit qu'il y a du ciment, on va dire que c'est de la colle, et puis on voit ces machins-là, ce sont des coquilles de ces organismes qui vivaient dans l'eau. Et vous voyez ce genre de coquilles, en fait, elles occupent, c'est elles qui font la majorité de la roche. Et alors, c'est ce genre de coquilles, ce genre de roches, ben, ce sont ces coquilles qui construisent Paris. Paris est fait avec des organismes, Paris est fait avec une accumulation de squelettes, mais pas que Paris. Tous les calcaires sont dus à la vie. S'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas de calcaire sur Terre. Donc vous voyez, à Étampes, on peut aller voir Notre-Dame-d'Étampes, il y a différents types de calcaires, il y a un peu de grès aussi, mais on peut voir que tous ces calcaires, ben, il y a ceux qui sont grossiers, les pierres les plus grossières qu'on trouve un peu partout, si on le regarde, on voit des petites traces, c'est fait par des organismes qui sont assez gros, disons des coquillages, et puis des machins très fins que l'on ne voit pas, ce sont des algues, mais c'est dû à la vie, alors que la statuaire, à Notre-Dame de Paris comme à Étampes d'ailleurs, c'est fait avec une roche qui est faite avec ça. Ce type de calcaire donne un grain très fin, et c'est une roche très dure, mais qui accepte d'être taillée, qui est très homogène, et donc avec ça on en fait des statues. Pourquoi il faut que ce soit homogène? Parce que vous imaginez bien qu'un sculpteur qui taille, je ne sais pas, le coin d'un œil d'une statue, s'il y a une partie un peu plus grossière, il va donner un petit coup de burin, tout l'ensemble va partir, ça ne le fait pas. Donc il choisissait une pierre qui se taillait bien, c'est ce qu'on appelle, donc c'est le liais, ça s'appelait comme ça, peu importe le nom. Et le hasard, non sans doute pas, c'est que les statues de Paris, Notre-Dame-d'Étampes et Chartres, toutes les statues qu'on appelle les statues colonnes, on les appelle colonnes parce qu'elles sont généralement assez étroites et très longues, et c'est celles qui sont représentées avec des arrondis, ben c'est fait avec le même type de pierre. Et pourquoi ce sont des statues colonnes? Ben parce que ce type de pierre, on ne le trouve que dans un banc, dans un niveau qui était généralement assez peu épais, qui ne faisait jamais plus de 60 cm de large. Donc les statues qui sont faites avec ça, ben c'est pour ça que ce sont des statues colonnes, parce que si le banc avait été plus épais, peut-être qu'on aurait pu les représenter un peu plus large, mais ce n'est pas le cas, donc ce sont les statues. Donc vous voyez, ce que je trouve rigolo là-dedans, ce sont des petits organismes qui ont vécu il y a à peu près 50 millions d'années, c'est pas si vieux mais quand même, et puis qui ont donné un type de roche, et qui donc donnent un style architectural. Vous voyez, encore une fois, la nature, tout est lié. Mais revenons un peu plus à la biodiversité. On a regardé des organismes microscopiques. Là, je vous présente des organismes qui sont nanoscopiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire microscopiques. On n'est plus à 10.6, on est à 10.9. Donc, alors là, on ne parle plus de millimètres, hein, on parle de millièmes de millimètres. Alors ça, vous voyez, c'est une roche prise au microscope électronique à balayage. Et puis ça, c'est une partie de petites algues qui sont tout petites. Mais vous voyez, toute la roche n'est faite que de ces petites algues. Encore une fois, ça calcaire, ce n'est fait que avec des squelettes de petites algues. Et puis, ben, ce type de roche, ben, ça c'est le massif de la Chartreuse. On aurait Grenoble ici, on a le casque de Néron. Mais toutes ces roches-là sont faites avec ce type de roche. Et puis on peut même s'éloigner. Voilà, on avait le casque de Néron, on a ici Grenoble. Mais tout le massif de la Chartreuse qui est ici, le Vercors qui serait plus au sud, le massif des Bauges qui est plus au nord, tout ça ce sont des montagnes calcaires, tout ça c'est construit avec des organismes qui sont nanoscopiques. Imaginons au Jurassique, une boîte de nuit, samedi soir, à la sortie, une bagarre, terrible bagarre. 5 morts, dinosaures, 5 morts. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui? Au pire, un tas d'os, enfin au mieux, un tas d'os. Donc, c'est pas le dinosaure qui fait la montagne, c'est l'organisme nanoscopique. C'est l'organisme que l'on ne voit pas. Tout à l'heure, je parlais de l'éléphant et des moustiques. Vous voyez, l'important, ils sont tout petits, mais ils sont tellement nombreux que c'est eux qui construisent nos montagnes. Ce ne sont pas les dinosaures qui construisent les montagnes. Ce sont les organismes nanoscopiques, c'est le tout petit. Alors, une leçon qu'on peut retirer dans notre quotidien, c'est qu'on a tous des téléphones portables, des fours à micro-ondes, etc., parce qu'il y a des veilles dessus. On laisse des veilles parce que ça coûte pas cher, parce que ça ne consomme pas beaucoup d'électricité. Donc on a beaucoup de petites veilles comme ça. Ça ne consomme rien. Mais on a tellement de petites veilles que si on fait la somme de la consommation de ces petites veilles à un pays comme la France, ben c'est l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. Vous voyez?
C'est le nano-fossile qui fait la montagne, ce sont les veilles, mais pour les veilles, pour les alimenter, il faut une tranche de centrale nucléaire. Vous voyez, c'est tout petit, mais comme c'est infiniment nombreux, c'est ça qui est infiniment important. Alors, ça, ce sont des organismes qui sont microscopiques. Voilà des radiolaires. Philippe demandait si j'allais en présenter. Voilà ce sur quoi j'ai passé toute ma vie. Alors, c'est vrai que c'est beau. On ne peut pas dire le contraire. Mais il faut vous dire la vérité. Vous savez que quand on prend en famille, on prend généralement quand on est en costume du dimanche. Pas quand on est avec un jeans troué en train de faire le plâtre. Ben, ces organismes, quand on les représente comme ça pour les publications, c'est la même chose. On prend les plus beaux, et puis ceux qui sont bien complets, etc., généralement on travaille avec des choses un peu moins jolies. Alors je vous les présente parce que un psy devrait pouvoir donner une explication un peu longue. Moi, mon explication, c'est que j'ai été frustré toute ma vie. Je regardais ça au microscope, et je pouvais dire à personne, t'as vu comme c'est beau. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, une bonne bouteille de vin, ça ne se boit pas seul, ça se partage. Eh bien, quand on voit quelque chose de beau, ben ça se partage aussi, sauf que quand on est au microscope, ben on peut être seul à le regarder. On ne peut pas dire à l'autre, t'as vu comme c'est beau, il va dire, attends, on regarde. Alors il se retire, oui, mais on ne regarde plus ensemble. Et donc, comme j'avais une espèce de frustration, je me suis dit, quand je serai grand, enfin je veux dire vieux, parce que grand, foutu, et je ferai un livre qui présentera ces jolis organismes. Alors j'en ai apporté là tout à l'heure, je l'ai déjà présenté ailleurs, mais donc c'est simplement une compensation psy, je sais pas quoi, enfin voilà, ça fait rien, c'est beau. Alors, là je vous rappelle, ça fait 0,1 mm. Vous voyez, c'est magnifique, et pourtant ce qui est frustrant, c'est que, on ne le voit pas, vous marchez parfois sur des choses comme ça qui sont par terre et vous ne les voyez pas. Alors ça, j'en ai parlé, on va passer. Alors, quand on parle de biodiversité, c'est donc le nombre d'espèces différentes. Alors comment on le connaît? D'abord, on peut regarder celles qui sont décrites. Parce qu'il a été évoqué tout à l'heure que des espèces portent le nom, généralement un nom double. Et puis, donc, quand on décrit une nouvelle espèce, d'abord il faut vérifier que c'est une nouvelle espèce, etc. Et quand c'est avéré que c'est une nouvelle espèce, le dossier est déposé au niveau international dans une banque de données. Donc là, il suffit de savoir combien est dans cette banque de données, et on a le nombre d'espèces que l'on connaît. Voilà le nombre d'espèces que l'on connaît. C'est quand je vais par là. Donc, il y a des bactéries, 4000, des protistes, des éponges, des plantes, des animaux. Bon, il y a des certains nombres. Total, 1,7 million d'espèces. Voilà. Nombre d'espèces connues aujourd'hui, vivantes, 1,7 million. Alors les gens, pour savoir si ce sont des nouvelles espèces, il y a des colloques, des congrès, les gens parlent. Et on dit parfois que les couloirs sont plus importants. Moi, je le prétends. Que dans les colloques, le plus important sont les couloirs, parce que là, les gens parlent vraiment. Et donc, à un colloque, comme ça, il y a un monsieur Smith, qui avait décrit un escargot, il travaille en Amérique centrale, et il montre à son collègue australien, monsieur Besson, par exemple, qui a aussi décrit des escargots en Indonésie, et il montre chacun à l'autre, ils étaient très fiers, tu vois, c'est une nouvelle espèce. Et il regarde, il dit, mais c'est la même. Ah oui, mais il y a deux noms. Ça s'appelle une synonymie. C'est-à-dire que ce nombre-là, qu'on pensait être du béton, ben non, parce qu'il peut y avoir des synonymes. Et pourquoi j'ai pris l'exemple des escargots terrestres? C'est parce que sur certaines formes d'escargots terrestres, la synonymie va parfois jusqu'à 90%. C'est-à-dire que ce nombre-là, bon, c'est pas loin, mais quand même c'est pas sûr, c'est quelque chose autour de 1,7. Et là, j'ai dit, c'est le nombre d'espèces décrites. Mais on sait bien qu'on n'a pas tout décrit. Il y a quelques années, des expériences ont été faites sur les canopées. Vous voyez, c'est les arbres. On pulvérise l'arbre, en bas on a mis des bâches, on recueille tout ce qui tombe et on s'aperçoit qu'il y a plein d'organismes que l'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que le nombre d'espèces vivantes est bien supérieur au nombre d'espèces qui sont décrites que l'on connaît. Alors là, on peut aller que sur des estimations cette fois. Là, on va regarder les chiffres qui sont estimés. Alors j'ai pris les données de M. May. Alors si on lit dans le rapport qui avait été fait, c'était au congrès de l'UICN à Fontainebleau ici en l'an 2000. Si on lit le rapport rapidement, et le nombre d'espèces estimées, ça va être 7 millions. Donc vous voyez, 1,7 décrit, sans doute 7 millions. Mais c'est comme toujours, quand il y a des rapports un peu épais, il faut faire des résumés, et puis des condensés, et puis une partie qui s'appelle pour les décideurs. Donc si on lit un peu quand même le texte, on voit que le nombre plausible,
c'est entre 5 et 15. Alors vous voyez, ce n'est pas 7 qui est au milieu de 5 et 15, hein. C'est plus, donc on fait moins 2 ou plus 8. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait au milieu. Mais si on lit réellement, on dit le nombre possible en fait, là où on doit pouvoir s'engager, c'est entre 3 et 100 millions d'espèces. Vous voyez l'incertitude qu'il y a. Alors ça veut dire que si on travaille avec 7 millions, ou 3 ou 100, on ne dit pas la même chose. Et il y a quelques années, tout à l'heure j'avais parlé du nombre d'espèces qui disparaissaient, on n'avait pas donné la date. Là cette fois, France 2, le soir, je rentre, j'entends aux informations, c'est dramatique que le nombre de mammifères va disparaître de 50% d'ici 50 ans. Je ne sais plus si c'est 50 ans, peu importe. Là, il n'y avait pas de temps qui était donné. D'après monsieur Philippe, c'est un collègue, voilà. Alors je me dis, nom d'une pipe, comment il a fait pour avoir cette estimation? Parce que quand on dit que ça disparaît, c'est qu'on l'a connu et qu'on ne le connaît plus. Mais comment on connaissait, il y a longtemps, le nombre d'espèces de mammifères? Alors M. Philippe, il est détendu. Donc j'ai essayé de le voir dans le train. Je lui ai dit, tiens, tu peux m'expliquer comment tu as fait cette estimation? Mais il dit, bien sûr, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, on ne savait pas combien il y avait d'espèces, on ne les comptait pas, on ne savait pas que c'était pas le même mode d'observer la nature. Alors il dit, ce que l'on fait, on regarde vers le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a certains seigneurs qui faisaient des comptages sur leurs propriétés. Les uns étaient amoureux des cervidés, donc ils faisaient compter, dénombrer les cervidés sur leurs propriétés. D'autres étaient intéressés par les oiseaux, donc ils faisaient compter le nombre d'oiseaux différents qu'il y avait sur leurs propriétés. Et aujourd'hui, en fonction du nombre d'espèces qu'on trouve pour une espèce de cervidé, bon, on en déduit l'espèce globale, et de même pour les oiseaux, quand on dit pour une espèce d'oiseau, il y a combien d'autres espèces, bon, donc si on a le nombre d'oiseaux, on a déduit le nombre d'espèces. Donc vous voyez déjà, c'est une approximation, mais il faut bien essayer de travailler avec des hypothèses de travail. Bon, de même que je ne sais pas si c'était les seigneurs qui vivent en Europe étaient représentatifs de la totalité de la planète. Parce que la variété d'espèces, aujourd'hui en tout cas dans les zones tempérées, n'est pas du tout les mêmes que celle au pôle Nord, ni que celle dans les zones équatoriales. Mais bon, il faut faire des estimations. Donc, il arrive à un nombre, et il dit, voilà, donc ça fait une disparition de autant. Et sachant qu'il y a 5 millions d'espèces, tu vois, on arrive à ce chiffre. Et je dis, attends, pourquoi tu dis 5 millions d'espèces? Si tu me dis 7, je comprends. Si tu me dis 10 entre 5 et 15, je comprends. Tu peux me dire 5 ou 15, ou 3 ou 100, pourquoi tu choisis 5? Moi, je pense que c'est 5. Vous voyez, il y avait des approximations avec des raisonnements, mais là, je vais dire, c'est du feeling, c'est du doigt mouillé. Mais dis, moi je pense que c'est 5. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? Ben, c'est parce que s'il avait choisi 15, l'autre extrême, au lieu de 50% d'espèces disparues, ce serait 17,5%. Et je ne suis pas sûr que si, quand j'ai rentré chez moi, je touillais ma salade en écoutant la télé, je ne suis pas sûr que j'aurais été sensible quand on me dit, d'ici 50 ans, il va y avoir 17,5% des mammifères qui vont disparaître. Alors que 50%, ça donne un petit électrochoc. Alors est-ce à dire qu'il faut donner des électrochocs, quitte à modifier un peu la vérité? Je ne dis pas ça. Après, je dis aussi, mais attends, la journaliste là, qui nous donne ces informations, elle m'a carotté, elle ne m'a pas dit que c'était le chiffre, il était parti de 5 et que l'estimation qui était faite. Mais d'un autre côté, vous rentrez du travail, vous touillez votre salade, si au journal parlé, on vous donne toutes les démarches qu'on a pour arriver au taux de disparition, vous allez vous dire, quoi elle parle là? Oh, je n'ai pas que ça à faire, moi. Ah, les corps entendent expliquer? Oh, ben, ils ne savent pas de quoi ils veulent parler. Donc ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'on exige du journaliste qu'il soit très bref, qu'il soit précis et qu'il soit vrai. Donc, je ne peux pas trop le reprocher, c'est peut-être l'auditeur qui est aussi exigeant. Parce que le journaliste, je l'ai dit, s'il donnait le détail, on ne l'écouterait pas. Mais peut-être que M. Philippe, il n'a pas dit à la dame comment il avait fait ses calculs, le truand. Mais d'un autre côté aussi, si M. Philippe avait donné toute la démarche, elle aurait dit,
Oh, ben en fait, les scientifiques, ils ne savent pas bien, hein. On va attendre qu'ils sachent, puis on reviendra. Donc, vous voyez, la communication, mais c'est un tripode. Il y a l'auditeur qui veut que ce soit rapide, est vrai. Il y a le journaliste qui doit être rapide, qui essaie de faire vrai, je ne sais pas, qui essaie de bouleverser, en tout cas, de choquer, oui, sans doute un petit peu, comme ça fait vendre ça fait de l'audimat ou ça fait vendre du papier. Et le scientifique, même chose, s'il donne tous les détails, on ne l'écoute pas. Voilà. Qui est responsable? Je ne sais pas. C'est peut-être les trois, c'est peut-être aucun des trois, mais toujours est-il que l'information que l'on a, rapide, vraie, simple, mais c'est sans doute pas possible. On parle de... Combien? 5-10. Là, j'étais parti pour 3h30. Alors, quand on parle de biodiversité, on parle de quelle biodiversité? Voilà. Je crois que je m'arrêterai après ces courbes-là. Voilà, quand on parle de la biodiversité, on voit la courbe de biodiversité depuis l'ère primaire. Hein, ici, on est à peu près à 500 millions d'années. Là, on est aujourd'hui l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire. Voilà la courbe de biodiversité. Et puis, au cours du temps, il y a eu 5 grandes crises de biodiversité. Et elles sont représentées par des étoiles qu'on voit ici. Alors, vous voyez, là, il y a une crise de biodiversité, ça veut dire diminution de la biodiversité. Donc, vous voyez ici, bon, là, ça augmente, ça ne marche pas bien. Là, bon, je sais pas, ça descend à peine. Ah, là, bon, boum, là, ça tombe bien, à la limite entre l'ère primaire et l'ère secondaire. Tac. Là, bon, c'est plat. Ici, il y a une petite chute, mais c'est un petit peu après. Donc, voilà, la courbe de biodiversité avec les grandes crises qui sont reportées dessus. Ah, voilà la courbe des familles terrestres, même chose, hein, depuis l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, avec les crises. Ah, là, ça ne diminue pas, ça augmente. Donc ça ne marche pas. Ah bah oui, mais c'est parce que, là, à l'Ordovicien, les espèces n'étaient pas encore sorties de l'eau, elles étaient encore toutes dans l'eau. Alors forcément, à terre, on ne peut pas avoir la crise, puisqu'il n'y avait pas d'espèces à terre. Alors il ne peut pas avoir de mort, il n'y a personne. Bon, je ne vous fais pas le coup. À nouveau, ici, ça ne diminue pas. Là, ça diminue. Là, ça ne diminue pas. Là, c'est un petit peu après, etc. Ah, voilà. La courbe des familles marines. Voilà, la crise, là, tac. À la fin de l'Ordovicien, c'est le coup de froid dont j'ai parlé tout à l'heure. Boum, ça se voit bien. La fin du Dévonien, boum, une belle crise. Là, ben voilà, à la limite entre l'ère primaire et le secondaire, une crise énorme. Là, une autre crise. Et puis ici, une crise. Voilà, ça on voit bien les crises de biodiversité remontées là-dessus. Alors cette courbe-là, vous l'avez peut-être déjà vue, les autres sans doute pas. Parce qu'on vous montre cette courbe-là, parce qu'elle montre bien les crises. Et quelle était la différence entre ces diverses courbes? Je reviens. Famille, toutes les familles, à terre et en mer, terrestres, marines. C'est-à-dire que, selon l'environnement auquel on s'adresse, on a une courbe comme ci, ou on a une courbe comme ça. Donc, quand on parle de l'évolution de la biodiversité, il importe de préciser de quel environnement on parle. Et là, j'ai parlé de famille. Mais maintenant, je vais aller plus vite, parce que sinon, Philippe va me tirer les cheveux. Enfin, je veux dire... tu auras du mal, les oreilles. Voilà, voici, il y a d'autres courbes. Là, ce sont alors, ce ne sont plus des familles, hein, ce sont des groupes beaucoup plus précis, des tétrapodes. Voilà 3 autres types de courbes, et voilà encore 3 autres types de courbes, et voilà encore 2 autres types de courbes, et voilà encore 3 autres types de courbes. Alors, alors j'ai parlé famille, alors, c'est parce que quand on fait de la classification du monde vivant, on distingue les espèces, nous, Homo sapiens, mais on est alors, je vais dire, c'est un objet. Ces objets Homo sapiens, si on doit les ranger, je vais les ranger, d'abord les sapiens, je vais les mettre avec les Homo, dans le tiroir Homo. Hein, et puis les Homo, je vais les mettre dans l'armoire. Alors Homo, c'est le genre. Et puis je vais faire d'autres regroupements, ça va être dans l'armoire, ça va être la famille. Et puis on peut aller comme ça jusqu'au bâtiment, etc. etc. Donc, suivant qu'on parle au niveau des espèces ou des genres, le tiroir, ou de l'armoire des familles, on a aussi des groupes, des courbes différentes. Ça veut dire que quand on parle de biodiversité, il faut absolument préciser 2 points. Le degré hiérarchique, le type de classification, on parle des espèces, des genres, ou des familles, ou etc. Il faut dire ça. Et il faut dire aussi quel environnement. Est-ce que c'est le monde marin? Est-ce que c'est le monde terrestre? Est-ce que c'est les deux, etc. etc. Sinon, sinon ça ne veut rien dire, parce que les courbes ne sont pas du tout comparables. Alors, c'est pourquoi je trouve un peu dramatique, ça c'est le scan, donc j'ai scanné un livre de Terminal S. Donc, ça c'est pour les scientifiques.
nos jeunes scientifiques. On a ici l'échelle des temps géologiques, 600 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, et puis là-dessus on met une courbe de biodiversité. Ils ont précisé le nombre de familles, c'est bien. Sur cette courbe, on a bien ici la diminution, on a la diminution, on a la diminution, la diminution, on a bien les 5 diminutions, c'est-à-dire qu'on a mis la courbe des familles marines. Or, quand on regarde ce qu'ils ont mis en place, alors comme c'est des jeunes, les jeunes, on va les aider, on va mettre des petits dessins, et on a mis des petits dessins pour dire ce qu'il y avait en face, et là on voit, premier insecte, sortie des eaux. Ah bah oui, mais sortie des eaux, là on parle des familles marines. Alors ça joue pas. Normalement on ne devrait pas. C'est-à-dire que vous voyez, là, tout ce que j'ai entouré en rouge n'a rien à voir avec cette courbe, parce que ce n'est pas du monde marin. C'est-à-dire que montrant ça, on apprend à nos gamins à comparer des torchons et des serviettes. Et c'est en ça que je trouve que c'est grave de temps en temps. Et alors, vous voyez, donc, ils mettent famille, néanmoins, ici, ils mettent, bon, le dit mal, mais c'est Pterosaurus, là, ils mettent un genre. Et pire, là, ils mettent l'espèce humaine. Donc là, c'est une espèce. Donc là, on mélange allègrement les environnements et les différents niveaux de la classification. Voilà. Je continue un peu, merci. Là, j'ai du rap, c'est comme à la cantine, on a une louche en plus. Alors, biodiversité terrestre, quand on parle de biodiversité terrestre, généralement, ce que je vous ai présenté, on parle de quoi? Donc la vie sur Terre ou de la biodiversité que l'on connaît? Si on représente ici l'âge de la Terre s'est formée ici, on est ici aujourd'hui, alors je vais mettre quelques chiffres, voilà, la Terre se forme, il y a 4,6 milliards d'années, la vie est apparue vers 3,8, on pourra discuter aux questions, 3,5, 3,8, 3,9 sur le milliard d'années, peu importe. Et ici, on est à 500 millions d'années, donc 0,5 milliards d'années, et j'avais mis la vie qui s'est exprimée à peu près à 0,6. C'est-à-dire, quand on parle de la biodiversité terrestre, on ne parle que de cette petite zone-là. C'est-à-dire qu'on ne parle que de 13% de l'histoire de la Terre, où si on dit, oui, moi la Terre, je m'en fiche, moi c'est la vie qui m'intéresse, ben, la vie c'était tout ça, donc on ne parle que de 15% de l'histoire de la vie. Autrement dit, même en regardant les courbes de biodiversité, comme j'ai fait tout à l'heure, je n'ai regardé que cela. Dit autrement, j'ai ignoré 85% de l'histoire de la vie. Donc vous voyez, il faut faire très attention, être très modeste dans les conclusions qu'on peut tirer, parce que même si je vais être complet, mais je ne peux pas aller plus loin, parce que mais là on n'a pas d'informations, ou très peu. Hein, alors pourquoi on parle souvent de vers 500 millions d'années, il y a eu, la vie s'est diversifiée tellement fortement qu'on parle souvent d'explosion de la biodiversité. Explosion de la biodiversité. Mais pourquoi il y a cette explosion de la biodiversité? Ben, c'est parce qu'on trouve plein d'organismes avec des coquilles en matière en phosphate, ou en calcaire, ou en silice, ou etc. Et avant, on ne les trouve pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans mon jardin, cet été, je retrouverai beaucoup plus des traces des escargots de l'été passé, qui vivaient là, que des traces de limaces. Parce qu'ils m'ont laissé leur squelette minéralisé. Les limaces ne laissent pas de squelette. Donc on n'en trouve pas de traces. Donc ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. On n'en trouve pas de traces. Eh bien ici, c'est exactement la même chose. On n'en trouve pas de traces, mais sauf de temps en temps, exceptionnellement, on a un petit reste. Mais la vie était là. Donc quand on parle d'explosion de diversité, de biodiversité, c'est peut-être une explosion de connaissances et pas forcément une explosion de diversité. Parce que là, à un moment donné, plein d'organismes très différents se sont mis à avoir un squelette minéralisé. Alors ça reste une grande question. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des hypothèses sur la quantité d'oxygène, etc. Mais ce n'est pas le débat. Voilà, je vais m'arrêter là et répondre aux questions. Sinon, je repars pour j'en reprends pour un quart d'heure. Merci.